Je m'appelle Emma Davis et j'ai 29 ans. La maison à 980 000 $ que ma grand-mère m'a léguée était censée être mon sanctuaire. Au lieu de cela, elle est devenue le théâtre de la trahison la plus douloureuse de ma vie. Mon père a oublié de raccrocher le téléphone ce jour-là. Elle n'est qu'un fardeau, a-t-il dit à ma mère, ignorant que j'avais tout entendu. Il profitait de l'Europe à mes frais tout en complotant pour me prendre ma maison. Alors, j'ai pris une décision. À leur retour, souriant et souvenir à la main, leurs clés ne rentraient plus dans la serrure. La maison était vide. Et mon mot disait simplement « surprise ». Un fardeau a fait ça. Avant de vous raconter le déroulement de la scène, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Et cliquez sur « j'aime » et « abonnez-vous » si vous avez déjà dû vous défendre contre des membres de votre famille qui vous tenaient pour acquis. Quand j'étais enfant, l'argent était toujours serré à la maison. Mes parents, Robert et Diana Davis, cumulaient plusieurs emplois juste pour subvenir aux besoins de notre petite maison de location et nourrir nos proches. Papa était ouvrier d'usine, toujours rancunier face aux opportunités manquées. Tandis que maman jonglait avec des postes de réceptionniste à temps partiel malgré leurs difficultés financières, ils ne m'ont jamais laissé oublier que chaque dollar dépensé pour moi était un dollar qu'ils ne pouvaient pas dépenser pour eux-mêmes. Ma grand-mère, Elisabeth, était différente. Alors que mes parents ne voyaient que des limites, grand-mère Elisabeth voyait du potentiel en moi. Femme d'affaires avisée, elle avait bâti son propre portefeuille immobilier de toutes pièces après la mort prématurée de mon grand-père. Emma, me disait-elle lors de nos week-ends passés dans sa belle maison coloniale. Ne laisse personne te dire ce que tu vaux. Tu le décides toi-même. Ces week-ends avec grand-mère étaient mon échappatoire. Sa maison était spacieuse, remplie de belles antiquités et chaleureuse. Le jardin où nous plantions des fleurs ensemble était devenu mon sanctuaire. Contrairement à l'atmosphère tendue de la maison de mes parents, chez grand-mère, j'avais un sentiment de liberté. À 18 ans, grand-mère m'a aidé à postuler pour des bourses et des prêts universitaires. Mes parents considéraient les études supérieures comme de la vanité et refusaient de contribuer un centime. L'université est faite pour ceux qui se croient supérieurs aux autres, disait mon père, même si j'ai appris plus tard qu'il n'avait tout simplement jamais été accepté. J'ai occupé 3 emplois pendant mes études, obtenu un diplôme de commerce et décroché immédiatement un poste dans une agence immobilière. Grand-mère rayonnait de fierté à ma remise de diplôme, tandis que mes parents se plaignaient du manque de stationnement. Puis vint le jour qui changea tout. Grand-mère Elisabeth est décédée subitement d'une crise cardiaque alors que j'avais 25 ans. J'étais dévasté. Elle avait été mon ardente protectrice, mon refuge. À la lecture de son testament, tout le monde fut choqué, sauf peut-être moi, lorsque son avocat annonça qu'elle me léguait sa maison, et non à mes parents. La propriété du 1842 Magnolia Drive, évaluée à environ 850 000 $, je la lègue à ma petite fille, Emma Davis, qui a fait preuve de détermination et de responsabilité pour en apprécier la valeur, lut l'avocat tandis que le visage de mes parents s'assombrissait. Le testament était explicite, la propriété était entièrement à mon nom, sans condition ni copropriété. Mes parents ont reçu un modeste héritage, qu'ils ont rapidement dépensé pour une nouvelle voiture et divers appareils électroniques. Dès que l'acte de propriété a été transféré à mon nom, mes parents ont commencé à parler de la maison familiale plutôt que de celle d'Emma. Ce qui a commencé par des remarques occasionnelles sur la rénovation de la cuisine s'est progressivement transformé en plan de rénovation complet, élaboré sans mon avis. Pendant ce temps, je payais chaque facture, chaque impôt, chaque réparation. On devrait vraiment remplacer ces plans de travail, disait ma mère en passant la main sur le granit que je venais de payer pour l'installation. Je n'aime pas cette couleur rose dans le salon, annonçait mon père, ignorant complètement que je l'avais soigneusement choisi pour l'assortir à mes nouveaux meubles. Malgré mon succès croissant en tant qu'agent immobilier, je gagnais désormais un confortable salaire à 6 chiffres. Mes parents me traitaient comme un adolescent jouant à la maison. Quand j'essayais d'établir des limites, leur réponse était toujours la même. La famille n'a pas de limites. Mais cette absence de limite ne fonctionnait que dans un seul sens. Après environ 3 ans de ce partenariat, mes parents ont annoncé qu'ils prévoyaient des vacances de 3 mois en Europe, un rêve dont ils avaient toujours rêvé. Ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est comment ils comptaient les financer. On peut utiliser la valeur nette de la maison, a mentionné mon père en passant un dimanche soir. Tu veux dire ma maison ? Ai-je demandé en essayant de garder un ton neutre. La maison qui est à mon nom. Ne sois pas égoïste, Emma. Ma mère a ajouté. C'est la maison familiale.
Ta grand-mère aurait voulu que nous en profitions tous. J'ai refusé de prendre un prêt immobilier pour leurs vacances, mais j'ai commis l'erreur de leur proposer de les aider à payer certaines dépenses, sachant qu'ils n'en auraient pas les moyens autrement. En un rien de temps, je finançais la quasi-totalité du voyage, vol, hébergement, argent de poche, tandis qu'ils se plaignaient que les hôtels que j'avais réservés n'étaient pas assez centraux. La veille de leur départ pour leur grand tour d'Europe, j'ai surpris ma mère au téléphone avec sa sœur. Bien sûr, c'est Emma qui paie. C'est le moins qu'elle puisse faire, vu qu'on lui a laissé la maison. Qu'elle garde la mienne. La maison que ma grand-mère m'a léguée. J'aurais dû reconnaître le signal d'alarme, mais je voulais désespérément leur approbation. Si seulement j'avais su ce qui allait arriver. J'aurais peut-être changé les serrures avant leur départ pour Paris. C'était un mardi après-midi de juin, quand tout a basculé. Mes parents étaient en Europe depuis environ 6 semaines à ce moment-là. Ils profitaient actuellement de Paris, d'après leurs publications sur les réseaux sociaux. J'étais à la maison après avoir fait visiter des propriétés toute la matinée quand je me suis souvenu que l'évier de la cuisine fuyait avant leur départ. Comme ils revenaient dans quelques semaines, j'ai décidé de le faire réparer. Il fallait que je demande à mon père où il avait rangé les informations de garantie du robinet qu'il avait installé l'année dernière, l'une des rares rénovations qu'il avait réalisées lui-même. J'ai composé son numéro international et j'ai attendu la série de clics et de bips qui signalaient. La connexion internationale. Bonjour. La voix de mon père semblait lointaine. La connexion a légèrement ralenti. Dis donc, papa. Une petite question sur la garantie du robinet de cuisine. Tu te souviens où tu as mis les papiers? Ça commence à couler. Il soupira lourdement dans le téléphone. Il est dans le classeur du bureau, dans le deuxième tiroir sous la cuisine. Pourquoi ça ne peut pas attendre notre retour? Parce que l'eau est en train d'abîmer le meuble sous l'évier, expliquai-je en essayant de dissimuler mon irritation. Il faut juste que j'appelle la compagnie pour voir si c'est pris en charge. Très bien, murmurai-je. Ta mère et moi allons dîner. Dans un endroit sympa près de la tour Eiffel. Ça a l'air génial. Comment est Paris? Demandai-je en essayant d'être poli malgré son attitude. Cher, répondit-il sèchement. Écoute, je dois y aller. On se parle plus tard. D'accord. Merci pour l'information. Bon dîner. J'entendis un bruissement, puis ce qui ressemblait à mon père mettant le téléphone dans sa poche. Il n'avait pas raccroché correctement. J'allais raccrocher de mon côté quand j'entendis sa voix, maintenant étouffée mais toujours audible. Qui est-ce? La voix de ma mère. Juste Emma qui se plaignait encore de quelque chose à la maison. La voix de mon père était plus claire, comme s'il avait sorti le téléphone de sa poche, mais pensait toujours que l'appel était terminé. Et maintenant? Ma mère semblait agacée. Quelque chose à propos de l'évier de la cuisine. Je jure qu'elle ne fait que trouver des problèmes avec cette maison. J'aurais dû raccrocher. Je savais que j'aurais dû raccrocher, mais quelque chose maintenait mon doigt sur le bouton « raccrocher », incapable d'appuyer dessus. Je ne comprends pas pourquoi ta mère lui a laissé cette maison. Ma mère a continué. Nous sommes ses parents. Elle aurait dû nous revenir. Eh bien, une fois de retour, il faudra qu'on ait une conversation sérieuse sur notre retraite, a dit mon père. Emma doit comprendre que cette maison est notre sécurité pour l'avenir. J'ai senti mon estomac se nouer. Il préparait quelque chose. Elle a été un fardeau depuis le début, a continué mon père d'une voix dure et claire. Toutes ces années de dépenses, les études, tout. Maintenant, elle a cette précieuse propriété qui lui tombe sur les bras et quoi? Elle pense qu'elle la mérite. Qu'a-t-elle fait? Un fardeau. Le mot a résonné dans ma tête comme un coup de feu. Elle a toujours été égoïste. Ma mère était d'accord. Mais elle est aussi facilement manipulable. Tu te souviens avec quelle rapidité elle a accepté de payer la majeure partie de ce voyage? Il m'a suffi de mentionner à plusieurs reprises mes obligations familiales. Ils ont ri ensemble, un son synchronisé que j'avais entendu toute ma vie, mais qui me semblait maintenant sinistre. Il faut juste qu'on continue à travailler sur elle. Mon père a continué. Un jour, elle nous cédera la maison, ou du moins nous ajoutera à l'acte de propriété. Son point faible, c'est qu'elle veut toujours notre approbation. J'avais le souffle coupé. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone.
J'ai réussi à tâtonner avec mon autre téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer la conversation. Et si elle n'est pas d'accord, a demandé ma mère. Elle le fera, a dit mon père avec assurance. Emma a toujours désespérément besoin de notre approbation. Il faut juste qu'elle se sente suffisamment coupable. Lui rappeler tous nos sacrifices. Si ça ne marche pas, nous commençons à parler de maisons de retraite et de frais médicaux. Croyez-moi, d'ici 1 an, cette maison sera à notre nom. Et si le pire devait arriver, ajouta ma mère. On y vit de toute façon. La possession est une règle de droit. Elle n'expulserait jamais ses propres parents. Ils rirent tous les deux à nouveau. Je me sentais physiquement malade. À ce propos, mon père continua, à notre retour, je pense qu'on devrait prendre la chambre principale. C'est ridicule, quelle est la plus grande pièce alors qu'elle n'y est presque jamais à cause du travail. Bonne idée, répondit ma mère. On devrait aussi parler de cette maison de vacances qu'elle regarde. Un gaspillage d'argent total. Si elle a de l'argent à dépenser, elle devrait nous aider davantage. Exactement. Pourquoi devrions-nous nous débattre pendant qu'elle bâtit un empire immobilier? Elle nous doit quelque chose. La conversation continua tandis qu'ils se dirigeaient apparemment vers le restaurant, discutant de diverses manières de me manipuler pour qu'il leur donne plus d'argent, plus de contrôle, plus de ma vie. Je restais figé sur ma chaise, les larmes aux yeux. Toutes mes illusions sur ma famille volaient en éclats. Au bout d'un quart d'heure environ, la connexion fut finalement coupée. Je restais assis dans un silence complet, le téléphone toujours serré dans ma main. La maison que j'avais tant travaillé à entretenir. La maison que ma grand-mère m'avait confiée. La maison que j'avais ouverte à mes parents par amour et par obligation. Ils ne la considéraient comme rien d'autre que leur tout m'était dû. Et moi, je n'étais qu'un fardeau, un moyen pour parvenir à mes fins, quelqu'un que l'on pouvait manipuler et utiliser. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Mais quelque chose d'autre, plus dur, plus froid et plus déterminé, a pris sa place. J'ai regardé autour de moi la maison que j'avais partagée avec eux, découvrant pour la première fois toutes les façons dont ils s'étaient progressivement appropriés, le fauteuil de mon père placé à la place de choix dans le salon, les assiettes décoratives de ma mère remplaçant mes œuvres d'art, mes propres affaires progressivement reléguées à mon coin, dans ce qui était censé être ma propre maison. J'ai essuyé mes larmes, pris une grande inspiration et pris une décision. Si j'étais un tel fardeau, il était peut-être temps de les soulager définitivement de ce poids. J'ai appelé pour me déclarer malade au travail pendant les 3 jours suivants. Je ne pouvais pas affronter clients ou collègues avec la tempête qui faisait rage en moi. Chaque fois que je repassais la conversation dans ma tête, et je le faisais de manière obsessionnelle, j'oscillais entre un chagrin d'amour accablant et une fureur froide. Comment ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement pouvaient-ils me voir comme ça? Rien de plus qu'une ressource à exploiter? Une fois le choc initial passé, mon esprit d'agent immobilier a pris le dessus. J'avais besoin d'informations, d'options et d'un plan solide. Pas de décisions émotionnelles. Ma grand-mère n'avait pas bâti sa réussite en agissant à la va-vite, et moi non plus. J'ai d'abord appelé Patricia Winters, une avocate spécialisée en droit de la famille avec laquelle j'avais collaboré sur plusieurs transactions immobilières. J'ai expliqué ma situation, en veillant à m'en tenir aux faits. La maison est entièrement à mon nom, ai-je conclu. Mais ils y vivent depuis près de 4 ans. Ont-ils un droit légal sur elle? Patricia a été directe et efficace, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. D'après ce que vous avez décrit, absolument pas. Il n'y a pas de droit de propriété en common law qui s'appliquerait ici. Vous avez entretenu la propriété, payé toutes les dépenses et, surtout, vous avez un titre de propriété clair et net. Le fait que vous ayez autorisé vos parents à y vivre ne leur confère aucun droit de propriété. Qu'en est-il du fait qu'ils soient mes parents? Est-ce que cela a une importance juridique? Pas en termes de droit de propriété, m'a-t-elle assuré. Vous êtes majeur. Vous n'avez aucune obligation légale d'héberger votre parent. La maison est à vous, vous pouvez la vendre, la louer ou en faire ce que vous voulez. J'ai senti un léger poids se lever. Au moins, légalement, j'étais sur la bonne voie. Et leurs biens? Ai-je demandé. C'est un peu plus compliqué, a admis Patricia. Légalement, vous devez leur donner un préavis raisonnable et leur donner la possibilité de récupérer leurs effets personnels. Je recommanderais de tout documenter soigneusement et peut-être de placer leurs affaires dans un garde-meuble où ils pourront y accéder. J'ai pris des notes détaillées et je les remerciais.
mon esprit était déjà en train de passer à l'étape suivante. Ensuite, j'ai contacté mon collègue Marcus Wilson, l'un des agents immobiliers les plus performants de notre cabinet, spécialisé dans les ventes rapides et discrètes pour les couples en instance de divorce et les liquidations de succession. Je dois vendre ma maison rapidement, discrètement et au prix le plus proche possible de la valeur marchande. Je le lui ai dit lors de notre rencontre autour d'un café le lendemain matin. Marcus a haussé un sourcil. Fuyons la justice, Emma. La plaisanterie faible est tombée à plat face à mon air sérieux. Situation familiale. J'ai simplement dit, je veux que cela soit traité avec la plus grande discrétion. Pas d'annonce publique si possible. Pas de panneaux dans le jardin, pas de visite libre, et je veux que cela se fasse dans les plus brefs délais. 6 semaines. Marcus a sifflé bas. C'est agressif, même dans ce marché. Vous risquez de subir une baisse de prix pour un tel délai. Je comprends. De quel genre de baisse parlons-nous? Nous avons discuté des chiffres. La maison de ma grand-mère avait pris beaucoup de valeur depuis que j'en ai hérité. Sa valeur marchande actuelle était d'environ 980 000 $, mais compte tenu du délai accéléré et de la vente privée, je devrais peut-être accepter un prix plus proche de 900 000 $. Je peux m'en accommoder, ai-je dit en calculant rapidement. Quand pouvez-vous commencer à la faire visiter? J'ai quelques acheteurs préqualifiés qui recherchent exactement ce type de propriété dans ce quartier. Je pourrais organiser des visites privées d'ici la semaine prochaine. Parfait. Il me faudra la maison vide pour les visites. Cet après-midi-là, j'ai créé une feuille de calcul détaillée de tous les objets de la maison, en les catégorisant méticuleusement. Les objets que j'avais achetés, ceux que ma grand-mère m'avait laissés, ceux que mes parents avaient apportés à leur emménagement, ceux dont la propriété était douteuse. Pour cette dernière catégorie, j'ai été d'une honnêteté impitoyable. Si je ne pouvais pas prouver définitivement que quelque chose m'appartenait, je l'ai mis dans la colonne de mes parents. Je ne voulais pas de zone d'ombre juridique ou éthique qui pourrait me hanter plus tard. Ensuite, il fallait planifier la logistique. Il me fallait un logement temporaire, des déménageurs pour mes affaires, un garde-meuble pour les biens de mes parents, de nouveaux comptes bancaires dans différentes institutions, un nouveau numéro de téléphone, une nouvelle adresse email, un plan pour me faire belle. J'ai trouvé une location meublée à court terme dans une ville à environ 2 heures de route. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque que mes parents n'avaient jamais utilisée. J'ai acheté un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. J'ai créé une nouvelle adresse email difficile à deviner. J'ai méticuleusement rassemblé tous mes documents importants, acte de naissance, carte de sécurité sociale, passeport, police d'assurance, compte d'investissement, et surtout l'acte de propriété de la maison et le testament de ma grand-mère, et je les ai mis dans un coffre-fort de ma nouvelle banque. En parcourant ma liste de contrôles, je me suis parfois surpris à hésiter. Étais-je en train de surréagir? Puis je réécoutais la conversation enregistrée, entendant le mépris de mon père. Cela a été un fardeau dès le début, et ma détermination s'est encore affermie. Un après-midi, alors que je triais un carton de papier de ma grand-mère que j'avais conservé, j'ai trouvé une lettre qu'elle m'avait écrite, mais apparemment jamais envoyée. Elle était datée d'un mois seulement avant sa mort. Ma très chère Emma, voilà le début. Je veux que tu saches pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises concernant ma succession. Tes parents ont toujours espéré qu'on leur donnerait tout ce qu'ils avaient à leur disposition lorsqu'ils ont voulu emprunter de l'argent pour divers projets au fil des ans. Je les ai vus gâcher chaque opportunité sans apprendre ni grandir. Mais toi, ma chère fille, tu as travaillé dur pour tout avoir. Tu comprends la valeur de l'argent et du travail. Je te lègue ma maison parce que je sais que tu l'honoreras, que tu en prendras soin et que tu t'en serviras comme base pour construire ta propre réussite, et non comme une béquille pour fuir tes responsabilités. Ne doute jamais que tu mérites tout ce qui t'arrive de bon. Je suis si fier de la femme que tu es devenue. Des larmes ont coulé sur mon visage en lisant ces mots. C'était comme si elle avait, d'une certaine manière, prévu exactement ce qui t'attendait. Ce qui allait se passer, et je cherchais à travers le temps pour renforcer ma détermination. Le lendemain, j'ai contacté une entreprise de déménagement et pris rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai réservé un garde-meuble au nom de mes parents, payé 6 mois à l'avance et veillé à ce que les informations leur soient envoyées par courrier. Chaque soir, je mettais à jour mon planning, cochant les tâches terminées et ajoutant de nouveaux détails au fur et à mesure. J'étais efficace le jour, mais le soir, seul dans ce qui avait été mon sanctuaire, je m'effondrais souvent. Un soir, alors que je rangeais des photos de famille dans des cartons, j'en ai croisé une de moi, petite fille,
assise sur les épaules de mon père à une fête foraine. Nous rions tous les deux, mes petites mains agrippant son front, ses mains tenant fermement mes jambes. Je me suis souvenu de ce jour-là de la barbe à papa qu'il m'avait achetée, de la peluche qu'il avait gagnée en faisant tomber des bouteilles de lait. L'espace d'un instant, j'ai failli tout abandonner, mais je me suis souvenu de sa voix. Elle est un fardeau depuis le début. La photo a été mise dans le carton des affaires des parents. À la fin de la 3e semaine, Marcus j'avais présenté plusieurs acheteurs potentiels. 2 d'entre eux avaient fait des offres, toutes 2 inférieures au prix demandé, mais dans la fourchette convenue. J'ai accepté la plus élevée, 915 000 $, d'un cadre d'entreprise en train de s'installer dans la région et qui pouvait conclure rapidement. Les pièces du puzzle se mettaient en place. La vente serait conclue dans un peu plus de 2 semaines. Mes parents reviendraient d'Europe 3 jours plus tard. Le timing était parfait. Le matin de la clôture. Je me suis réveillé avec une étrange sensation de calme. Ces dernières semaines, j'avais oscillé entre chagrin, rage, doute et détermination. Aujourd'hui, j'étais concentré. J'étais habillé avec soin, vêtu d'un costume bleu impeccable, professionnel, confiant, l'armure dont j'avais besoin pour ce qui allait être l'un des jours les plus importants de ma vie. La clôture était prévue pour 10 heures au bureau de la société de titres. Je suis arrivé à 9h45, muni d'un mince portefeuille contenant les quelques documents restants dont j'avais besoin. Marcus était déjà là, discutant avec l'agent immobilier. Il m'a adressé un sourire encourageant à mon approche. « Prêt ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, plus que prêt. Les acheteurs sont arrivés à 10 heures précises. Richard Thompson, le directeur, et sa femme, Catherine. Ils semblaient plutôt sympathiques, enthousiasmés par la maison et le quartier. En d'autres circonstances, j'aurais peut-être partagé des anecdotes sur la propriété, le magnifique magnolia planté par ma grand-mère, la lumière qui éclairait la cuisine le matin. Aujourd'hui, je voulais juste terminer les formalités administratives. Le processus a été étonnamment décevant. Signé ici, paraphé là, signé à nouveau. À chaque signature, je coupais les ponts et assurais ma liberté. Lorsque l'agent immobilier a finalement glissé le chèque sur la table, 19 500 $, moins le prêt hypothécaire restant et les frais de clôture, je n'ai ressenti qu'un soulagement. Félicitations, a-t-il dit en serrant la main de tout le monde. Bonne chance à tous. Dehors, sur le parking, Marcus m'a rejoint. Ça va, a-t-il demandé, une inquiétude sincère dans le regard. Je vais bien, ai-je dit avec un léger sourire. Merci pour tout, Marcus. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Heureux de pouvoir aider, a-t-il répondu. Mais je suis toujours curieux. L'histoire derrière tout ça. Peut-être qu'un jour je te la raconterai, ai-je dit, mais pour l'instant, j'ai des déménageurs à rencontrer. L'entreprise est arrivée à midi pile. J'avais déjà emballé la plupart de mes affaires personnelles, clairement étiquetées et séparées de celles de mes parents. Je les ai supervisées pendant qu'ils chargeaient mes meubles, cartons et valises dans leur camion, à destination de mon nouvel appartement temporaire. Les affaires de mes parents ont été traitées avec le même soin, mais avec des étiquettes de destination différentes. Tout a été photographié, inventorié et chargé dans un camion séparé à destination du garde-meuble que j'avais loué à leur nom. J'avais fait envoyer les codes d'accès et les informations de paiement par courrier à leur hôtel européen actuel. Pendant que les déménageurs travaillaient, j'ai inspecté chaque pièce de la maison, vérifiant placards et tiroirs pour m'assurer que rien n'avait été oublié. Dans la chambre de mes parents, j'ai trouvé une petite boîte cachée au fond de leur placard. La curiosité l'a emportée et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, écrites par ma grand-mère à mes parents au fil des ans. Je n'aurais pas dû les lire, mais je ne pouvais pas aider moi. Il détaillait des années de demandes financières, de manipulation et la désillusion croissante de ma grand-mère envers son fils et sa belle-fille. Robert, commençait une lettre. C'est la dernière fois que je vous apporterai une aide financière sans plan de remboursement clair. Vos demandes incessantes mettent à rude épreuve notre relation, et je m'inquiète de l'exemple que vous donnez à Emma. Une autre date d'1 an seulement avant sa mort. Je suis profondément préoccupé par votre espoir que ma maison vous appartienne un jour. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai et j'ai l'intention de léguer mes biens à ceux qui les respecteront et les préserveront. Je vous suggère de commencer à planifier votre retraite, sans impliquer mes biens. J'ai soigneusement remis les lettres dans la boîte et les ajouté aux objets à ranger. Mais j'ai ressenti un lien renouvelé avec ma grand-mère et sa décision de me léguer la maison.
Elle avait percé à jour mes parents bien avant moi. En fin d'après-midi, les 2 camions étaient chargés et partis. Je me tenais dans la maison vide, mes pas résonnant sur le parquet, sans meubles, sans photos, sans les traces accumulées de vie passée entre ces murs. C'était juste une structure à nouveau, belle, précieuse, mais qui ne m'appartenait plus. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois. Dans la cuisine où j'avais préparé des biscuits avec ma grand-mère. Dans le salon où nous avions regardé de vieux films ensemble. Dans le jardin où elle m'avait appris le nom des fleurs et comment les entretenir. J'espère que tu comprends, ai-je murmuré, ne sachant pas si je m'adressais à ma grand-mère ou à la maison elle-même. Finalement, j'ai déposé le mot que j'avais écrit sur le plan de travail en granit de la cuisine, impossible à manquer. Surprise. Un fardeau m'a chargé de tout. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi, puis je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai verrouillé derrière moi. J'ai glissé les clés dans la fente à lettres, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans me retourner. En m'engageant sur l'autoroute, en direction de mon nouveau logement temporaire, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La liberté. Pour la première fois peut-être de ma vie, je prenais une décision entièrement pour moi-même, libéré des obligations familiales et du besoin désespéré d'approbation. Ce fardeau avait été enlevé, non pas de mes parents, mais de moi. Mon appartement temporaire n'avait rien d'extraordinaire. Un meublé. Un appartement d'une chambre dans une résidence moderne avec des commodités que je n'utiliserai probablement jamais. Mais c'était le mien, sans histoire, sans attenter, surtout, personne ne me disait que je ne méritais pas d'être là. Les premiers jours se sont écoulés dans un tourbillon de tâches pratiques. J'ai déballé l'essentiel, installé mon nouvel ordinateur portable avec des mesures de sécurité renforcées et contacté mon bureau pour les informer que je prenais 2 semaines de vacances avec. Effet immédiat. Je n'ai pas donné de détails, juste que j'avais besoin de temps pour moi. À la fin de la première semaine, j'avais établi une sorte de routine. Café du matin sur le petit balcon donnant sur un étang artificiel. Après-midi consacré à la recherche d'endroits potentiels où m'installer définitivement. Soirée remplie de plats à emporter et de télévision sans intérêt pour me calmer. Je consultais mes anciens emails et messages vocaux 1 fois par jour, sans jamais répondre. Je n'avais rien reçu de mes parents. Pourtant, ils profitaient encore des derniers jours de leur aventure européenne, complètement inconscients que leur vie allait basculer. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'un numéro inconnu. Mon cœur a bondi avant de réaliser qu'il ne s'agissait que d'une livraison. Notification. Pourtant, cela m'a fait prendre conscience de la tension constante dans laquelle je vivais, attendant l'inévitable explosion du retour de mes parents. Pour me changer les idées, j'ai contacté Megan Lancaster, une amie d'université que j'avais perdue de vue, en grande partie parce que mes parents n'avaient jamais approuvé son mode de vie effréné, qui consistait principalement à sortir occasionnellement et à profiter de concerts. Emma Davis, c'est vraiment toi? S'est-elle exclamée quand j'ai appelé. Ça fait quoi, 3 ans? Quelque chose comme ça. J'ai admis que j'étais préoccupé. Laisse-moi deviner. J'essayais encore de faire plaisir à ses parents désagréables. Sa franchise m'a fait rire pour ce qui semblait être la première fois depuis des semaines. En fait, j'appelle parce que j'ai finalement arrêté d'essayer. Nous nous sommes retrouvés pour dîner ce soir-là dans un restaurant à mi-chemin entre nos villes. Autour de pâtes et de vin, je lui ai tout raconté, l'héritage, la conversation surprise, la vente de la maison, ma disparition. Oh là là, Emma, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. C'est à la fois la chose la plus terrible et la plus dégueulasse que j'ai jamais entendue. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir bien fait. J'ai admis, tu te moques de moi? Il prévoyait de te manipuler pour te faire quitter ta maison, une maison que ta grand-mère t'avait expressément léguée. Ils t'ont traité de fardeau alors que tu vivais dans ta maison de retraite et que tu payais leurs vacances en Europe. Tu as même été trop gentil avec tout ce qui concernait le garde-meuble. Sa confirmation a dénoué un pincement au cœur. Peut-être n'exagérais-je pas. C'était peut-être la réponse appropriée après des années de manipulation. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Le docteur Sarah Palmer, spécialisée dans les traumatismes familiaux, avait une place la semaine suivante. Il était temps d'aborder non seulement la récente trahison, mais aussi toute cette vie d'amour conditionnel qui l'avait précédée. 10 jours après la signature de la maison, mon vieux téléphone a explosé de notifications, de SMS, de messages vocaux, de mails, tous de mes parents. Ils étaient rentrés d'Europe et avaient découvert la vérité. Le premier message vocal, Emma, que diable se passe-t-il?
On vient de rentrer et notre clé ne fonctionne plus. Appelle-nous immédiatement. La voix de mon père était plus agacée qu'inquiète. Le deuxième, 1 heure plus tard, Emma Marie Davis, ce n'est pas drôle. Où es-tu? Pourquoi la maison est-elle vide? Appelle-nous tout de suite. Il semblait en colère. Le troisième, de ma mère, Emma. Ma puce, nous sommes très inquiets pour toi. Appelle-nous dès que tu auras ceci. Nous voulons juste être sûrs que tu vas bien. Sa voix exhalait l'inquiétude artificielle qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Les textos s'intensifiaient de la même manière, passant de la confusion aux exigences, puis aux menaces et à l'inquiétude feinte. Le dernier message vocal est parti vers minuit. Nous avons trouvé ton mot. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais tu as commis une terrible erreur. C'est aussi notre maison. Tu n'avais pas le droit de la vendre. Nous consultons un avocat demain matin. Tu as vraiment fait le coup, Emma. J'ai sauvegardé tous les messages, mais je n'ai répondu à aucun. Qu'ils consultent l'avocat de leur choix. La maison était à moi de la vendre. Fidèles à leur parole, ils se sont présentés à mon agence immobilière le lendemain matin, provoquant exactement la scène que j'avais anticipée. Mon collègue Jamie m'a envoyé un texto. Tes parents sont là, à faire un scandale. Ton patron leur a dit que tu étais en vacances et les a mis à la porte quand ils ont refusé de partir. Tout va bien? J'ai répondu par un simple drame familial. Je t'expliquerai à mon retour. Merci du rappel. Plus tard dans la journée, mon patron a appelé directement. Emma, je ne sais pas ce qui se passe avec ta famille, mais ils ont porté des accusations assez graves aujourd'hui. Quelque chose à propos de la vente illégale de leur maison. J'ai pris une grande inspiration. Ce n'était pas leur maison. C'était la mienne. Léguée par ma grand-mère. Je les ai laissés y vivre, mais j'ai récemment découvert qu'ils prévoyaient de me manipuler pour que je la leur cède. Donc, oui, j'ai vendu ma maison, ce qui était parfaitement dans mes droits. Je suis désolé qu'ils aient amené ce drame au bureau. Il y a eu un silence avant qu'elle ne réponde. Je vois. Eh bien, ils ont été bannis des lieux. Prends tout ton temps et fais-moi savoir si on peut faire quelque chose. Son simple acceptation m'a soulagé d'un poids. J'avais craint les conséquences professionnelles, mais il semblait que j'avais plus de soutien que je ne le pensais. Les jours suivants, mes parents ont essayé tous les moyens possibles pour me joindre. Ils ont contacté des connaissances communes, des parents éloignés, et même l'association des anciens élèves de mon université. Chaque tentative justifiait encore davantage ma décision de couper les ponts. 2 semaines après leur retour, ils ont réussi à obtenir ma nouvelle adresse email, probablement par l'intermédiaire d'un ancien voisin bien intentionné mais naïf, et m'ont envoyé un long message exposant leur version des faits. Selon eux, j'avais mal compris une conversation privée, réagi de manière excessive et trahi ma famille de la manière la plus blessante qui soit. Ils étaient prêts à me pardonner si je réglais la situation en utilisant le produit de la vente de la maison pour acheter une nouvelle propriété où nous pourrions vivre tous ensemble. Leur audace était presque impressionnante. Même maintenant, ils essayaient encore de me manipuler. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transmis l'email à Patricia, mon avocat, qui a confirmé à nouveau que j'avais complètement agi dans mes droits légaux et m'a conseillé de continuer à maintenir la distance. Au fil des semaines, j'ai progressivement commencé à reconstruire ma vie. Je suis retourné au travail, je me suis jeté dans mon entreprise immobilière et j'ai poursuivi ces séances de thérapie hebdomadaire. J'ai trouvé un joli condo à acheter dans ma nouvelle ville, plus petit que la maison de ma grand-mère, mais complètement à la mienne de toutes les manières qui comptaient. Un soir, alors que j'arrangeais des livres sur mes nouvelles étagères, je suis tombé sur un vieil album photo que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur, il y avait des photos de vacances en famille, de rassemblements de vacances, de célébrations d'anniversaire, de moments qui avaient autrefois semblé heureux, mais qui se sentaient maintenant creux de savoir ce qui se trouvait sous les façades souriantes. J'ai fermé l'album et je l'ai rangé dans un placard. Peut-être qu'un jour je serai prêt à revoir ces souvenirs, mais pas encore. Pour l'instant, j'étais concentré sur la création de nouveaux souvenirs, ceux qui ne sont pas entachés par la manipulation et l'amour conditionnel. Le fardeau que j'avais porté toute ma vie, le besoin désespéré de gagner l'approbation de mes parents a finalement été levé. Et j'étais plus léger que je ne l'ai jamais été. J'ai réussi à éviter mes parents pendant près de 3 mois. J'ai changé mes routines, j'ai acheté dans différents magasins et je suis devenu hyper vigilant dans mon environnement, mais je savais qu'une confrontation était inévitable.
Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est comment cela se produirait. Rachel Chin, mon ancienne voisine, m'a appelé un mardi après-midi. Emma, je pensais que tu devrais savoir. Vos parents sont de retour à la maison. Mon cœur a battu. Que voulez-vous dire à la maison? Ce n'est plus leur maison. Je le sais, a déclaré Rachel. Mais ils sont garés à l'extérieur en ce moment, juste assis dans leur voiture, le regardant. Les nouveaux propriétaires sont partis en affaires, donc je ne pense pas encore qu'ils le savent. Je pensais juste que vous voudrez peut-être savoir. Je l'ai remercié et j'ai immédiatement appelé Richard Thompson, le nouveau propriétaire, pour l'avertir. Il était inquiet, mais reconnaissant pour la tête et a déclaré qu'il alerterait sa société de sécurité. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu « Emma ». C'était la voix de mon père, serrée avec une colère contrôlée. Nous devons nous rencontrer demain, le café de Maple Street à 10h. Si vous ne vous présentez pas, nous allons à nouveau à votre bureau et cette fois. Nous ne partira pas tranquillement. Avant de pouvoir répondre, il a raccroché. J'ai appelé Patricia immédiatement. Il menace de faire une scène sur mon lieu de travail si je ne les rencontre pas. Vous n'avez pas du tout à les rencontrer. Elle m'a rappelé que nous pouvions obtenir une ordonnance d'interdiction en fonction de ces menaces. J'ai considéré cette option mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Non, je pense que je dois y faire face, mais je voulais mes conditions, pas les leurs. Le lendemain matin, je suis arrivé au Daily Grain, un café populaire au centre-ville à 10h du matin assez tard pour faire un point, mais pas si tard qu'il partirait. J'avais choisi cet endroit parce qu'il était public, toujours occupé. Et le propriétaire était un de mes clients que je savais que je me souviendrais si les choses devenaient laides. J'ai repéré mes parents assis immédiatement à une table d'angle. Le visage de ma mère a été dessiné. Ses cheveux normalement parfaitement coiffés ont l'air quelque peu négligés. La mâchoire de mon père était placée dans cette ligne rigide familière qui avait toujours signalé des eaux dangereuses à venir. J'ai approché leur table calmement. Vêtu de ma tenue la plus professionnelle, une autre armure. Robert, Diana, je les ai accueillis, utilisant délibérément leurs prénoms au lieu de maman et papa. Ma mère tressaillit. Le visage de mon père s'assombrit davantage. Asseyez-vous, commanda-t-il. Je ne suis pas là pour prendre des commandes, j'ai répondu uniformément. J'ai accepté de vous rencontrer parce que je pensais qu'il serait peut-être temps de nettoyer l'air. Mais cette conversation se produit sur des termes égaux ou pas du tout. Je me suis assis en face d'eux, plaçant mon téléphone visiblement sur la table entre nous. Est-ce vraiment nécessaire? Demanda ma mère, faisant un geste vers le téléphone. Compte tenu de notre histoire, oui, j'ai dit. J'enregistre toutes les réunions commerciales importantes maintenant. Nous sommes vos parents, pas une réunion d'affaires, mon père a cassé. Et pourtant, vous avez menacé mon lieu de travail si je ne respecte pas vos demandes. Cela ressemble plus à l'extorsion qu'à la parentalité. Ma franchise les a pris au dépourvu. Ils m'ont habitué à reculer, à accueillir, à chercher la paix à tout prix. Ce que vous avez fait était impardonnable. Mon père a finalement dit, vous avez volé notre maison. Ce n'était jamais chez vous. J'ai répondu, c'était ma maison. Ce que je vous ai généreusement permis de vivre. Un fait que vous avez apparemment considéré comme un fardeau. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. De quoi parlez-vous? J'ai appuyé sur le jeu sur mon téléphone et leurs propres voix ont rempli l'espace entre nous. Elle a été un fardeau dès le départ. Toutes ces années de dépenses, collège, tout. Maintenant, elle a cette précieuse propriété qui vient de tomber sur ses genoux. Et quoi? Elle pense qu'elle le mérite. Qu'a-t-elle jamais fait? J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai levé les yeux pour trouver ma mère pâle et mon père rougi de colère. Vous nous avez enregistrés en privé. C'est illégal, il a bafouillé. En fait, il n'est pas illégal d'enregistrer une conversation dont vous faites partie, ce que j'étais depuis que vous m'appeliez et que vous n'avez pas raccroché correctement. Mais c'est à côté du point. Le fait est que j'ai finalement entendu ce que vous pensez vraiment de moi. Vous avez mal compris, ma mère s'est interrompue rapidement. Nous étions fatigués. Stressés par l'argent. Pendant que lors de vacances européennes coûteuses pour lesquelles j'ai payé, j'ai interrompu. S'il vous plaît, n'insultez pas mon intelligence en me mentant à nouveau. Alors, vous avez vendu la maison sous nous? Mon père a demandé. Nous a laissé des sans-abri comme une sorte de vengeance.
J'ai vendu ma maison parce que j'ai finalement réalisé que ce ne serait jamais vraiment à moi tant que vous y étiez. Et vous n'êtes pas sans abri. Vous avez l'argent que grand-mère vous a quitté. Oh, attendez. Vous avez dépensé cela sur une nouvelle voiture au lieu de sécuriser votre propre logement. Mon père se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure menaçant. Vous savez que nous pourrions vous voir pour cela. Nous y vivons pendant des années. Nous avons des droits. En fait, vous ne le faites pas. J'ai répondu calmement. J'ai consulté un avocat avant de prendre des décisions. Vous n'aviez aucune réclamation légale sur la propriété. Vous n'avez payé aucun loyer, contribué à aucune dépense et vos noms n'étaient nulle part sur l'acte. Mais n'hésitez pas à gaspiller quel argent vous avez laissé sur un procès que vous ne pouvez pas gagner. Ma mère a commencé à pleurer, ces larmes familières qui m'avaient souvent manipulé en conformité. Cette fois, je ne ressentais rien d'autre qu'une sorte de pitié détachée. Qu'est-ce que vous voulez de nous, Emma? Manipulation, et c'est pourquoi j'ai fait la décision. Vous avec tout soutien financier à l'avenir. Ne pas partager ma nouvelle adresse avec vous. Je vais communiquer avec vous uniquement quand et si je le souhaite. Si vous revenez sur mon lieu de travail ou me harcelez de quelque manière que ce soit, je poursuivrai une action en justice. Alors c'est tout. Après tout ce que nous avons fait pour vous, vous nous coupez simplement. La voix de ma mère a augmenté de façon spectaculaire. Après tout ce que vous m'avez fait, je l'ai corrigé. Et oui, sauf si et jusqu'à ce que vous puissiez démontrer de véritables remords et changements, c'est là que nous nous en tirons. Mon père s'est levé soudainement, sa chaise grattant fort contre le sol. Tu es un gras petit Robert. Ma mère a attrapé son bras. Plusieurs autres clients s'étaient tournés pour regarder notre table. Il s'assit, bouillonnant. Vous pensez que vous êtes tellement mieux que nous maintenant avec votre carrière immobilière et votre éducation fantaisie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'en auriez pas si nous ne vous avions pas élevé. Vous avez raison, dis-je, les surprenant tous les deux. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans toi. Chaque commentaire manipulateur, chaque démonstration conditionnelle d'affection. Chaque fois tu m'as fait sentir que je ne suffisais pas, tout m'a appris exactement quel genre de personne que je ne voulais pas devenir. Donc, d'une certaine manière, je devrais vous remercier. Les larmes de ma mère s'étaient arrêtées, remplacées par une expression stupéfaite. Mon père avait l'air d'avoir été giflé. Je me suis levé, rassemblant mon sac à main et mon téléphone. Vos affaires sont dans une unité de stockage. J'ai payé 6 mois. Les informations ont été envoyées à votre hôtel à Paris, mais je peux vous envoyer à nouveau les détails si vous en avez besoin. C'est ça. C'est tout ce que vous avez à nous dire? Demanda ma mère, sa voix petite. Je me faisais une pause, les regardant toutes les deux, les regardant vraiment peut-être pour la première fois. Pas en tant que figure d'autorité imposante de mon enfance ou les forces manipulateurs de ma vie d'adulte, mais tout comme deux personnes profondément imparfaites qui n'avaient jamais appris à aimer sans condition. J'espérais que vous trouvez la paix, je l'ai enfin. Je trouve que vous êtes ce que vous êtes en train de vous tourner pour vous faire des gens qui vous aiment. Mais je ne serai plus vos dommages collatéraux. Je m'éloignai alors, sentant des dizaines d'yeux sur le dos, mais debout plus droit que je ne l'avais fait depuis des années. À l'extérieur, j'ai pris une profonde inspiration de l'air de l'automne croquant, sentant quelque chose d'inattendu sur moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était même pas une satisfaction. C'était la paix. 6 mois après la confrontation au café, j'ai été pleinement installé dans ma nouvelle vie. J'avais acheté une charmante maison de ville à Richmond, environ 2 heures dans mon ancienne maison, et y avait été transféré au bureau de notre entreprise. Le changement de paysage avait été exactement ce dont j'avais besoin, assez proche pour maintenir des connexions professionnelles importantes, mais assez loin pour recommencer. Ma nouvelle maison était clairement à moi d'une manière que la maison de ma grand-mère n'avait jamais réussi à l'être. Je l'ai décorée entièrement à mon goût, moderne mais confortable, avec des éclaboussures de couleurs qui s'éclaircissent même les jours les plus éloignés. Pas d'antiquité, pas d'héritage familiaux, rien qui ne portait le poids du passé. Professionnellement, je prospère. Le nouveau départ avait revigoré ma passion pour l'immobilier, et je me suis retrouvé particulièrement attiré par l'aide aux acheteurs de maisons à la première fois dans le processus compliqué. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à guider les gens à travers l'un des achats les plus importants de leur vie, en s'assurant qu'ils comprenaient tous les documents, chaque engagement, chaque droit qu'ils avaient. Vous avez expliqué les choses différemment des autres agents immobiliers.
Un jeune couple m'a dit après avoir fermé sa première maison, comme, vous voulez vraiment que nous comprenions, pas seulement la signe. Tout le monde mérite de savoir exactement ce qu'ils acceptent, ai-je répondu, en pensant à la différence de ma propre histoire si j'avais reconnu la manipulation plus tôt. Mes séances de thérapie avec le docteur Palmer ont continué, bien que nous ayons réduit la fréquence à 2 fois par mois. Notre travail était passé du traumatisme immédiat de la trahison de mes parents aux modèles plus profonds qui ont défini notre relation depuis des décennies. Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant la dernière fois. Le docteur Palmer a déclaré qu'au cours d'une session, vous avez dit que vous vous sentiez encore parfois coupable de réagir de manière excessive à ce que vos parents ont dit. J'aimerais explorer cela un peu plus. J'ai déplacé inconfortablement à mon siège. Parfois, je me demande si j'aurais dû les avoir confrontés en premier, leur donnant une chance d'expliquer avant de prendre des mesures aussi radicales. Que pensez-vous qu'ils auraient dit si vous l'aviez fait? J'ai considéré cela. Ils l'auraient nié ou dit que j'avais mal compris ou qu'ils étaient juste fatigués et stressés et ne le pensaient pas. Et l'une de ces explications aurait-elle changé la vérité fondamentale de ce que vous avez entendu? Non, j'ai admis que cela aurait juste donné l'occasion de me manipuler à nouveau. Le docteur Palmer hocha la tête. Emma, ce que vous avez vécu avec vos parents est quelque chose que nous appelons la violence financière. L'utilisation de l'argent et des ressources comme outil de contrôle et de manipulation. C'est particulièrement insidieux car il est souvent déguisé en famille qui aide sa famille ou ses parents à la recherche de leur enfant. Le terme abus financier m'a frappé comme un coup physique. Je n'avais jamais envisagé d'appliquer cette étiquette à ma situation, mais dès qu'elle l'a dit, j'ai reconnu sa vérité. La façon dont ils prévoient de vous faire pression pour signer votre maison. La façon dont ils vous ont manipulé pour payer leurs vacances, même la façon dont ils vous ont fait vous sentir coupable de votre grand-mère qui vous laisse la maison. Ce sont toutes des formes de violence financière, a-t-elle poursuivi. Et comme toute forme d'abus, la réponse appropriée est de vous protéger, ce que vous avez fait. Quelque chose s'est déplacé en moi ce jour-là. Un dernier morceau de culpabilité persistante dissous, remplacé par la clarté. Après cette session, j'ai commencé à rechercher sérieusement la violence financière. J'ai été surpris de découvrir à quel point il était commun, en particulier au sein des familles, et à quel point il existe peu de ressources pour aider les gens à le reconnaître et à y remédier. Une idée a commencé à se former, celle qui est devenue plus forte avec chaque article que j'ai lu et chaque histoire personnelle que j'ai rencontrée en ligne. 2 semaines plus tard, j'ai approché mon patron avec une proposition. Je veux créer un atelier, j'ai expliqué. Quelque chose pour les acheteurs de maisons pour la première fois, en particulier les femmes, à reconnaître et à prévenir la manipulation financière dans les achats majeurs. Mon patron, Vanessa Martinez, a écouté pensivement alors que je décrivais mon concept. Il ne s'agit pas seulement des transactions immobilières, j'ai conclu. Il s'agit de permettre aux gens de prendre des décisions financières sans manipulation ni pression, que ce soit des membres de la famille, des partenaires ou même des professionnels contraires à l'éthique. Je pense que c'est génial, a dit Vanessa quand j'ai fini. Et en temps opportun, nous avons tous vu des clients faire pression sur les décisions qu'ils regrettent plus tard. Si nous pouvons nous positionner comme l'agence qui éduque et préconise vraiment l'autonomie financière des clients, c'est une puissante différenciation du marché. Avec sa bénédiction, j'ai commencé à développer du matériel pour l'atelier. Ce qui a commencé comme une simple présentation a rapidement évolué vers un programme complet couvrant des sujets de la reconnaissance de tactiques de manipulation subtiles à l'établissement de frontières financières saines. Je l'ai appelé pour construire des fondations, une autonomie financière dans les décisions de vie majeures. Nous avons offert le premier atelier un samedi matin en attendant peut-être une douzaine de participants. Plus de 30 personnes se sont présentées. La réponse était écrasante. Les gens ont partagé des histoires de parents qui les avaient fait pression sur des investissements inappropriés, des partenaires qui avaient sapé leur confiance financière, des amis qui les avaient manipulés en prêts inappropriés. Chaque histoire a résonné avec ma propre expérience, renforçant ma conviction que ce travail était nécessaire. Après le 3e atelier réussi, un magazine féminin local a demandé à m'interviewer au sujet du programme. L'article intitulé Financial Freedom, la mission d'Emma Davis de mettre fin à la manipulation financière a attiré encore plus d'attention sur la question. C'est à travers ce réseau croissant que j'ai reconnecté avec la sœur de ma grand-mère, tante Judith, que je n'avais pas vue depuis les funérailles. Elle a tendu la main après avoir lu l'article du magazine. Emma, ta grand-mère serait si fière de ce que tu fais, elle m'a dit pendant le déjeuner. Elisabeth a fait face à des difficultés similaires avec votre père tout au long de sa vie.
Il s'attendait toujours à ce que les choses lui soient remises, tout comme son père l'avait avant lui. Je n'en avais aucune idée. J'ai admis que grand-mère n'en ait jamais vraiment parlé. Elle était privée sur les questions familiales, a déclaré tante Judith. Mais elle a vu tellement d'elle-même en vous, l'indépendance, l'éthique de travail. C'est pourquoi elle vous a quitté la maison au lieu de Robert. Elle savait que vous l'utilisiez comme fondation, pas comme une béquille. Ces mots ont fait écho à la lettre que j'avais trouvée lors de l'emballage, confirmant ce que j'avais déjà commencé à soupçonner. Ma grand-mère avait pris sa décision avec des yeux clairs et une pleine conscience de ses implications. Avez-vous eu des contacts avec vos parents récemment? Demanda tante Judith attentivement. Pas depuis notre confrontation, ai-je répondu. J'ai reçu quelques emails, mais rien qui suggère qu'ils ont vraiment réfléchi à leur comportement ou à leurs responsabilités. Elle hocha tristement. Robert a toujours eu des difficultés à la responsabilité, même en tant qu'enfant. Rien n'était jamais de sa faute. Je suis désolé, Emma. Vous méritez de meilleurs parents. Je fais la paix avec, dis-je, surpris de constater que c'était vrai. Je ne peux pas changer qui ils sont ou comment ils m'ont traité. Mais je peux utiliser cette expérience pour aider les autres et construire une vie meilleure pour moi. À l'occasion d'un an de la vente de la maison de ma grand-mère, j'ai pris le jour du travail et je me suis rendu au cimetière où elle a été enterrée. J'ai apporté un bouquet de ses fleurs préférées, des péroses, et je me suis assis à côté de sa pierre tombale. Je pense que je comprends enfin ce que vous essayez de m'apprendre, dis-je doucement. Sur l'estime de soi et se tenir seul. À reconnaître quand l'amour est livré avec trop de conditions. J'aimerais avoir eu plus de temps ensemble, mais je suis reconnaissant pour chaque leçon que vous avez partagée. Alors que j'étais assis là, j'ai réfléchi à ce qui avait changé en un an. La douleur initiale et la trahison s'étaient progressivement transformées en autre chose. Pas le pardon exactement, mais l'acceptation. Mes parents étaient qui ils étaient. Leur comportement reflétait leurs limites, pas ma valeur. Le vrai fardeau que j'avais porté n'était pas leur fille. C'était l'effort épuisant d'essayer de gagner de l'amour qui aurait dû être donné librement dans la mise en place de ses attentes. J'avais trouvé une liberté que je ne savais pas possible. Mon téléphone a bourdonné un texte de Megan. Toujours pour dîner ce soir? Tout le gang est excité de vous voir. J'ai souri en répondant dans l'affirmative. Le gang était un groupe d'amis avec lesquels j'avais reconnecté ou fait un nouveau au cours de la dernière année. Des gens qui m'ont accepté comme moi, qui a donné sans garder score, qui a soutenu sans contrôler. C'était à quoi ressemblaient les vraies relations. C'était ce que je méritais depuis le début. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la note que j'avais laissée dans la maison vide. Surprise. Un fardeau a fait cela. À l'époque, je le pensais comme une remise en état amère du mot que mon père avait utilisé pour me blesser. Maintenant, un an plus tard, je l'ai vu différemment. Parfois, les fardeaux les plus lourds que nous portons sont les attentes que nous nous apportons pour être assez parfaites, suffisamment accueillantes, suffisamment réussies pour finalement gagner l'amour qui devrait être notre droit d'aînesse. Imposer ce fardeau était l'acte le plus libérateur de ma vie. Ce soir-là, entouré d'amis qui étaient devenus ma famille choisie, j'ai levé un verre dans un toast privé à ma grand-mère. À mon voyage et à la femme, je devenais encore à bout, sans compromis et enfin vraiment libre. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour vous protéger des personnes censées vous aimer? Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont en famille. J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné avec vous, veuillez vous adhérer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de hiérarchiser son propre bien-être. Merci d'avoir écouté mon voyage.